Aucune vision ne peut se targuer du privilège de la vérité. Je voudrais simplement souligner à quel point il est étrange d'arriver dans un lieu qu'on a connu d'abord par la littérature. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Neige Sino, à la page 84 de son dernier roman, La Realidad. Et ils disent bien, il me semble, ô combien ce que je vois et ce que je regarde aujourd'hui dans ces espaces n'a rien de moins vrai que ce que nous pourrions y voir demain ou bien plus tard, et aussi ce que nous aurions pu y trouver voilà bien longtemps. Et aujourd'hui, je regarde une exposition, Langoreille. Langoreille, un mot valise. L-A-N-G-O-R-E-Y-E, comme eye, l'œil en anglais. Langoreille, une exposition conçue par Boris Achour, qui est artiste et non commissaire d'exposition, à Artetxe, à Tardets, dans le Pays Basque, avec 14 artistes, dont les œuvres, tout autour de moi, sont conçues par ces 14 artistes, parmi lesquels Florence Young, Dora Garcia, Laurence Wiener, Jean-Max Collard. Jean-Max Collard, juste là. Je vais commencer à parler de celle-ci, et on va comprendre le principe de cette exposition. Là, on a un téléphone. Alors, un téléphone à cadran, un téléphone un peu ancien. Il faut tourner sur un pavé circulaire pour composer un numéro. Seulement ici, si on prend le combiné et qu'on écoute, on entend la lecture faite par une voix de synthèse de son livre. Son livre, L'exposition de mes rêves. Car Jean-Max Collard, commissaire d'exposition et critique d'art, à force d'écrire sur des œuvres d'art, s'est mis à en rêver la nuit. Et à force d'en rêver la nuit, il s'est mis à noter ses rêves d'exposition, ses rêves d'œuvres d'art. Il a notamment, je me souviens de la lecture de son livre, paru en 2013, il a notamment le récit d'une œuvre ou d'une exposition qui consiste en une cabine en apesanteur, remplie d'œuvres d'art, d'œuvres d'artistes certainement bien réelles, mais dont les œuvres seraient comme ça en train de voler, de léviter, de se promener en apesanteur. Et pour visiter cette exposition, le spectateur ou la spectatrice doit lui-même ou elle-même se rendre dans cette salle et flotter dans les airs. Jean-Max Collard, dans les pages du livre L'exposition de mes rêves, note également des anecdotes, des expositions, des expériences, des gestes d'artistes que l'on connaît dans le réel. Cyprien Gaillard, Daniel Buren qui à un moment fait la une du journal Le Monde et tout à coup il y a une liasse de manifestations en France comme une grande joie nationale, comme si nous rendait heureux et heureuses le fait que Daniel Buren soit en couverture à la une du journal Le Monde. Cette exposition, c'est un peu à l'image de cette œuvre qu'on écoute par téléphone, à travers la voix synthétisée de Jean-Max Collard qui lirait donc l'exposition de mes rêves, un ensemble d'œuvres qu'on va voir se succéder qui sont en partie à l'oral. Car si l'expo s'appelle Langoreille, c'est parce que Boris Achour, en la concevant, s'est intéressé aux œuvres qui se donnent à voir autrement qu'avec les yeux, autrement qu'à travers le regard, ou plutôt des œuvres dont on va faire l'expérience par le récit, des œuvres qu'on se raconte, qu'on nous raconte et qu'ensuite on peut aussi raconter. Il y a, par exemple, juste là, alors il y a des dessins, mais j'en parlerai plus tard, mais juste là, il y a ce tourne-disque avec ce petit vinyle blanc, c'est une œuvre de David Horwitz. David Horwitz, un artiste qui vit en Californie, à Los Angeles, et qui a fait le récit ici en anglais, et si on le tourne, on l'a en français avec la voix de Boris Achour, le récit qui lui a été fait lui-même. Donc d'abord, c'est une mise en abîme, et puis en plus, c'est une mise en abîme d'histoire, avec un S, d'histoire de l'art. Ça s'appelle A Memory by Claude Fiedler in the Garden, parce que c'est cet homme, que David Horwitz ne connaît pas, mais qu'il a un jour reçu, comme il reçoit beaucoup de monde dans son jardin, à l'occasion de différents événements, et cet homme est venu lui faire le récit qui aurait précédé à une œuvre fameuse des années 80 de l'artiste David Ammons. David Ammons, c'est cet artiste qui a plusieurs œuvres fameuses, mais parmi celles-ci, il y a une vente dans les rues de New York, sur un tapis, comme un vendeur dans la rue, de boules de neige, classées par taille à différents prix. Alors même si on est en hiver et qu'elles vont durer un petit peu, on sait bien qu'elles ne seront pas éternelles. Et cette œuvre, très belle, aurait eu un précédent que David Horwitz s'est fait raconter et qu'il nous raconte à nouveau. Voilà, et puis on a les canapés dans le reste de cet espace, qui constitue l'espace d'écoute avec sur disque des lecteurs CD
une cinquantaine de récits liés à ces œuvres qui se transmettent à l'oral, et puis en haut, juste là, cette phrase qu'on voit en noir sur toute la longueur de ce pan de mur, c'est un énoncé de l'artiste américain Lawrence Weiner. Et Lawrence Weiner, c'est un artiste historique des années 60, décédé désormais. Il a aussi réalisé une œuvre qui se trouve dans mon dos, et je vais les lire. D'abord, celle qui est là-bas tout en longueur. Un objet rectangulaire quelconque placé sur une frontière internationale, laissé pour un temps puis tourné horizontalement, afin que la partie du rectangle se trouvant d'un côté de la frontière passe de l'autre côté et vice-versa. Puis ici, l'œuvre qu'on voit, moi plus toi et nous. Moi plus toi et nous, c'est à nouveau quelque chose qui illustre, ou en tout cas qui parle de ce que c'est que transmettre une œuvre, se raconter une œuvre mutuellement. C'est constituer ensemble l'œuvre, c'est faire œuvre à plusieurs. C'est moi plus toi et nous sommes en train de produire, de participer à la production de l'œuvre. De collectif, il est aussi question ici, avec l'huit-pieds, ou plutôt avec ce tissu qu'on voit et ce qui l'entoure. En fait, ce tissu, il a été promené par le collectif, un collectif éphémère, constitué à l'occasion de cette expo par 4 artistes récemment diplômés de l'école des beaux-arts de Cergy. Les 4 artistes constituant l'huit-pieds sont Maxime Andrès, Aloïs Chalopin, Emma Fleury-Cancoué et Louise Guégan, et ensemble, elles sont allées pendant 10 jours, à partir du 9 juillet, donc juste avant le vernissage, et jusqu'au 19, donc au-delà du vernissage, parcourir les alentours de Arteche, donc du centre d'art. Ils campaient à côté, donc quotidiennement, ils pouvaient se rendre à gauche, à droite, dans les environs, dans les bois, à la rencontre d'habitants. Et en faisant ces rencontres, en faisant ces promenades, en prenant ces temps, avec ce tissu qu'ils ont emmené avec eux, d'où les inscriptions d'ailleurs, et d'où ce qu'on voit que le tissu a vécu ici, ils sont allés récolter, et d'où ces images qui composent leur installation qui est donc le fruit de marches et de rencontres. On a encore, dans cette première salle, une série de dessins qui ressemblent aux dessins qui étaient là, à côté du disque de David Horvitz, mais j'en parlerai dans un instant. Une vidéo, mais d'abord, peut-être parler de cette feuille blanche-là. Donc, dans l'exposition Langue-Oreille, il y a des œuvres qui sont là, physiquement, qu'on peut entendre ou voir, mais qui nous parlent de ce qui se dit. Et on a aussi des œuvres qui sont là, mais d'une autre manière. Elles sont portées par les médiateurs, les médiatrices. Donc, dans cette exposition, ce sont des médiatrices qui viennent comme activer ou donner vie, bien concrètement, à une série d'œuvres qui, sans leur présence, nous échapperaient. Et pour ces œuvres-là, on a des cartels visuels, comme ici. Cette feuille A4 blanche est le cartel visuel de l'œuvre de Florence Young. Seulement voilà, Florence Young n'a pas pu participer à l'exposition, son œuvre n'a pu être installée, car vous n'êtes pas seul. Je me rends désormais dans la deuxième salle, et ici, bien des œuvres. Cette fresque sur le mur, cette installation au centre, 2 œuvres sur le mur du fond, d'autres que je vois ici sur le premier mur. Je vais commencer par l'installation. Carla Adra, une œuvre de 2024 dont le titre « Se perdre sans peur » parle de sentiments, d'émotions, parle de ce que l'on ose ou non dire, raconter, partager au public. Et ici, donc, ce sont ces 3 micros sur pied avec à chaque fois quelque chose qui ressemble à un parpaing comme ça, qui tient, qui stabilise ce pied de micro avec une tige, et à chaque micro, comme une petite structure en bois, fixée sur elle, une petite radio. Une radio qui va émettre dans la salle d'exposition, si on s'en approche, on l'entend bien, on l'entend clairement, le son d'une radio FM locale. Et donc ces 3 micros eux-mêmes sont reliés. C'est les micros qui d'habitude viennent capter la voix comme des récepteurs pour l'amplifier par exemple. Ici, sont l'inverse de récepteurs. Ils sont des émetteurs, ils sont changés en émetteurs. Chez Carla Adra, ici on s'amuse avec le récepteur qui devient émetteur, et donc on joue avec les strates de la parole ou les directions de la parole. Et chez elle, toujours se pose cette question de qui parle, mais aussi de à qui est-ce que je m'adresse.
L'autre œuvre, juste devant moi, celle-ci, c'est un de mes travaux que j'appelle « Ce qui m'échappe ». Et ce qui m'échappe me permet de mesurer justement ce qui me reste, ce qui ne m'a pas encore échappé. C'est en fait une citation d'une œuvre d'un autre artiste américain des années 60 qui s'intéresse à l'art conceptuel, un artiste d'art minimal en fait, Sol Lewitt. Et Sol Lewitt réalise des fresques murales comme celle que j'ai reproduite ici, car l'ayant vue voilà quelques années dans un musée, j'ai choisi de la reproduire mais de mémoire. Et dans son protocole, Sol Lewitt, lui, il donne toujours un petit papier avec un mode d'emploi et sur ce mode d'emploi, un schéma qui nous explique comment faire l'œuvre. Et Sol Lewitt, dans ses entretiens, dit « Si quelqu'un, même sans demander mon autorisation, met la main sur un protocole, un mode d'emploi et reproduit l'œuvre telle qu'elle est décrite, en fait, ça ne l'intéresse pas trop de savoir si le résultat sera exactement le même visuellement. Il dit « Si quelqu'un reproduit avec honnêteté et en suivant le mode d'emploi tel que je l'ai établi, alors ce sera un authentique Sol Lewitt. » Seulement, moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est la mémoire que l'on porte en nous et la mémoire des œuvres d'art, en l'occurrence, bien souvent. Donc ici, j'ai choisi de le reproduire, mais sans même avoir jamais vu le protocole de Sol Lewitt pour cette œuvre, que j'ai vue dans un musée, mais j'ai choisi de la reproduire de mémoire, aussi fidèlement que possible. Ma mémoire s'abîme, ma mémoire change, mon souvenir se précise, peut-être se dégrade, mais je crois se précise. Et donc aujourd'hui, quand je le peins sur ce mur, il me semble avoir quelque chose qui ressemble à l'identique, mais vraiment à l'identique, à l'œuvre de Sol Lewitt, avec ses vagues bleues et ses traits blancs que vous voyez. Seulement, il est certain que, même si ça y ressemblait exactement, ce ne serait jamais exactement l'œuvre de Sol Lewitt. Je vais enfin parler de ces dessins. Ici, ils sont 8, on en a aperçu 5 et 3 dans la première pièce. Sur ces dessins, on voit des personnes qui s'approchent comme ça d'œuvres d'art. Seulement, on ne voit pas les œuvres d'art que ces regardeurs ou regardeuses sont en train d'admirer. C'est l'œuvre de Maki Suzuki, un artiste qui fait partie du collectif Abake. Donc c'est au nom d'Abake que cette œuvre est ici. Et chaque dessin est accompagné d'une feuille A4 de papier mâché réalisée par l'artiste en dessous. Cette série de dessins et d'œuvres est accompagnée, et là encore la présence des médiatrices est fondamentale, d'une série de récits, 3 récits en fait, qui parlent d'exposition, donc une histoire d'histoire de l'art, d'histoire des formes, et puis d'histoire d'amour aussi, en 3 langues, français, anglais et basque. L'œuvre voisine. Ici, on a un portrait où on voit Boris Achour, mais je vais d'abord parler de celle-ci avec ce texte et cette porte qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui constitue ou participe à l'œuvre en fait. Le texte en vinyle ici, The Locked Room, la pièce fermée, verrouillée, c'est en fait un texte qui accompagne cette porte et qui dit « La clé de cette porte appartient à Dora Garcia. Ouvrir la porte et entrer dans cette pièce détruirait l'œuvre. » Et cette porte doit donc rester fermée pendant la durée de l'exposition. Ce qui est assez beau avec cette œuvre, c'est que quand elle est montrée, puis acquise, quand un collectionneur ou une collectionneuse la prend chez soi, en fait, Dora Garcia devient détentrice de la clé, pour de vrai. Donc, au lieu d'additionner et d'ajouter un objet à son chez-soi, la personne qui vient et qui devient propriétaire de cette œuvre, qui vient l'acquérir, soustrait, plutôt que d'additionner, soustrait un peu de l'espace de son chez-soi, avec une porte qui sera alors verrouillée à clé et dont la clé est remise à l'artiste Dora Garcia. Je trouve ça assez beau. Boris Achour, en concevant cette œuvre, en concevant cette exposition, et à propos de cette œuvre, m'a dit que ça lui rappelait un passage du film Roma de Fellini, dans lequel il y a une scénette dans laquelle on voit les constructeurs qui creusent sous terre à Rome pour construire le métro et qui se retrouvent à différents moments dans des sites archéologiques par surprise. Et à un moment, les constructeurs, qui sont donc en train de creuser, se retrouvent devant des peintures historiques, pleines de couleurs,
Seulement, voilà, elles n'ont pas été à l'air pendant des siècles, et donc elles se retrouvent à être oxydées, et on voit les visages, les couleurs disparaître tout à coup. Et ça aussi, ça nous parle de ce qu'est cette exposition avec cette Locked Room de Dora Garcia, ou avec toutes les œuvres qui invitent à la parole, qui demandent de la parole, qui produisent une autre parole ensuite. Ça nous dit quelque chose de ce que le regard peut être destructeur parfois, et puis aussi de ce qu'est la responsabilité, de ce qui nous tombe dessus quand on a vu quelque chose et que cette chose disparaît ou que cette chose n'est plus, que cette chose est hors de notre accès, hors, n'est plus accessible en tout cas. C'est qu'à partir du moment où on a vu quelque chose, on peut le raconter, on peut donc le transporter avec soi, pas dans un sac à dos, mais quelque part par là en soi. Je disais ici qu'il y avait un portrait de Boris Achour, en fait, sur cette feuille A4, qui est donc un nouveau cartel visuel. Ce n'est pas une photo de Boris Achour. Boris Achour est sur la photo, mais c'est le cartel visuel d'une œuvre qui s'appelle Cyrus, de Marc Geffriot. Et cette œuvre consiste en un petit objet qu'un jour, en 2008, Marc Geffriot est allé voler sournoisement chez un de ses amis artistes, Éric Stéphanie, qui l'invitait à exposer chez lui. Marc a pris l'objet et a dit à son ami « Si tu veux bien, je ne te le rends pas ou je te le rendrai seulement quand tu trouveras ce que c'est. Donc le jour où tu me dis « il me manque ceci et c'est bien l'objet que je t'ai pris, je te le rendrai ». Tant que son ami artiste ne sait pas ce que c'est, Marc Geffriot le conserve et puis depuis 2009 l'expose à travers la complicité de commissaires d'exposition, la complicité d'institutions ou de festivals qui veulent montrer cette œuvre. Et à chaque fois, l'œuvre qui est emballée, qui est enveloppée, est prêtée pour l'exposition, mais reste cachée. Elle est dans la poche de la personne qui organise l'exposition. Donc durant toute l'exposition, c'est Boris Achour qui doit la garder dans sa poche, ici, à Longueoreille. Et ils ont décidé que le jour où l'ami de Marc Geffriot trouverait ce qui est cet objet, alors plus jamais ensemble ils n'en parleront. Donc c'est une histoire d'oubli qui amènera à un autre type d'oubli, une autre forme d'oubli, car elle sera petit à petit oubliée. Un autre cartel visuel ici, ce qu'on voit, c'est la rivière voisine à Tardets. En fait, c'est l'œuvre de Liv Schulman qui a décidé d'investir l'espace extérieur au centre d'art et donc qui va insérer dans la bouche des habitants et habitantes du village quelques phrases, quelques idées, quelques instants de quotidien, mais qui passeront inaperçus pour tous les autres autour. Elle essaye, elle espère, ou plutôt elle écrit, et elle réussit certainement d'ailleurs, elle écrit l'histoire d'un sentiment nouveau. Alors là, ce qu'on voit sur cette feuille A4, ici, c'est un homme au milieu de ce qui semble être les rayons d'une bibliothèque, c'est ça en fait. C'est la seule documentation visuelle, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de documentation visuelle ici, d'une œuvre qui ne circule qu'à travers son récit. Elle s'appelle Une sculpture, c'est une œuvre de Boris Achour, et Une sculpture a été réalisée en 1996. Boris Achour a réalisé 20 exemplaires d'un objet qui ressemble à un livre dont les pages auraient été collées, et il est tout blanc, ce livre, tout blanc, il ne porte que sur la couverture l'inscription « Une sculpture ». Pas de nom d'artiste, pas de cote, et il a réussi à l'offrir à 20 bibliothèques de Paris, une par arrondissement exactement, qui l'ont rangé au rayon fiction. Et moi j'ai l'impression que le fait de l'avoir rangé au rayon fiction, ça ajoute quelque chose, parce que au moment où je pourrais tomber dessus, au moment où vous pourriez tomber dessus, sur cette sculpture donc, ou un exemplaire de cette sculpture, sans aucune information, vous seriez là à vous demander « qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cet objet fait là ?» Et peut-être que ça transporte, peut-être que ça a transporté depuis bientôt 30 ans, certaines personnes découvrant cet objet par surprise et se posant la question de ce que c'est. Lui, Boris, dit dans un entretien qu'en réalisant une sculpture, il espérait aussi réaliser une œuvre qui soit débarrassée, autant que faire se peut du moins, de tous les présupposés de la rencontre avec l'œuvre d'art. Parce que cette œuvre, une sculpture, cette sculpture en 20 exemplaires dans les bibliothèques de Paris, on ne l'attend pas, on ne va pas la chercher, elle n'est pas annoncée. Juste à côté, Jagna Kjusta a ici une œuvre qui se développe en plusieurs espaces, dans notre imaginaire largement, et puis aussi sur ces deux feuilles colorées, sur lesquelles on trouve un texte, une fois en français, une fois en anglais, qui nous raconte l'histoire d'une exposition imaginaire avec des œuvres d'artistes assez fameuses, je reconnais Isa Gensken, voilà, dont les œuvres seraient exposées comme posées sur des miroirs au milieu d'une forêt dont les arbres seraient espacés, donnant ainsi l'illusion que ces œuvres flottent dans les airs. Cette œuvre s'appelle Morning Choice et c'est une référence à une autre sculpture
d'une artiste américaine, minimale elle aussi, des années 60, Anne Truth, qui a réalisé l'œuvre Morning Choice. Et puis si on parle aux médiatrices et qu'on leur demande de nous parler de cette œuvre ici, elles vont nous raconter ceci. Il faut imaginer une pile de papier d'1,82 m, de feuilles faisant 36,5 par 36,5 cm, et cette sculpture posée au sol, cet ensemble de feuilles de papier de différentes couleurs, du vert citron, du rose fuchsia, du bleu clin, puis un peu de orange. Quand elles la décrivent, en fait, elles font en même temps la description de l'œuvre, mais ici en feuilles de papier, comme ce qu'on a ici avec Yagna Kyushta, mais ça évoque formellement les mêmes couleurs et les mêmes dimensions que l'œuvre de Anne Truth de 1968, Morning Choice. Et la voix qu'on entend, le son qu'on entend, ce n'est pas la voix d'Édouard Levé, mais repassons dans la première salle, car c'est l'œuvre d'Édouard Levé. Alors, ce son qu'on entend et qui semble provenir d'un peu partout, je ne sais pas exactement d'où, en fait, Édouard Levé est auteur, en plus d'être artiste, et il écrit un livre paru dans les années 2000, qui s'appelle Œuvres au pluriel, dans lequel il fait la description de 533 œuvres dont il a l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. La première, le premier paragraphe notamment, c'est un livre contenant la liste des œuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. Mais parmi les pages de ce livre, on trouve tout un tas d'idées, d'œuvres autant de l'ordre de la photographie, de la vidéo, du texte, des œuvres très conceptuelles, de la sculpture, de la peinture, plein de choses. Il y en a une que je trouve assez belle, c'est tous les résidus de gommage des étudiants d'une école d'art sont conservés pendant 1 an, et à partir de celle-ci, on forme un cube. Donc une sculpture faite à partir de rebuts, de restes, de déchets, d'inaperçus d'habitude. Et cette œuvre, donc œuvre d'Édouard Levé, on l'entend à intervalles réguliers dans l'exposition Langue-Oreille, ainsi qu'on vient de l'entendre, puis à nouveau un long silence, où on reste avec d'autres formes de paroles, d'autres formes d'échanges et de récits, jusqu'à ce que plus tard, une autre œuvre nous soit lue par cette voix. Et enfin, la vidéo, juste dans mon dos, donc ici à l'entrée, que j'appelle Avenir, car c'est un autre de mes travaux. Avenir consiste en fait en la visite de l'exposition dans laquelle l'œuvre s'inscrit, la visite de l'exposition, mais avant que le montage ne commence, avant que les œuvres ne soient installées. Et donc, je tente de faire le récit le plus précisément possible de toutes les œuvres qui constitueront l'exposition, ou qui la constituent déjà quelque part, et en le faisant, je tente de les montrer au public, d'où le titre « Avenir ». Et à chaque fois que je fais cette performance ou cette vidéo, je me pose la question, à partir du moment où les œuvres, je les connais, je les sais, je les vois, je peux les raconter, est-ce que l'exposition n'a pas déjà commencé ?